Assuré le Sénégal. Jana to get a son of manga jungle, get the bush at the fire. The LF the technology examining a sala, I'm the fit of Mugana. Assuré le Sénégal. Et fonctionnel du muscle et le sarcomère. Donc, je vous ai mis ici deux sarcomères. Nous allons ensemble voir les modifications observables au moment de la contraction. Donc, ici, le sarcomère est relâché. Là, le sarcomère est en état de contraction. Qu'est-ce que nous constatons? La première chose, c'est que le sarcomère a diminué de taille. Donc, voilà la diminution de la taille du sarcomère qui est nette et visible. Donc, premier constat, diminution de la taille du sarcomère. Ensuite, il y a diminution de la taille de la bande claire. Voici la bande claire ici. Voilà la longueur de la bande claire. Regardez la bande claire en état de contraction. La bande claire a également diminué. Ensuite, la zone H. Ici, nous avons une zone H. Voilà la zone H. Comparez cette même zone H à la contraction. Regardez la zone H également raccourcie. Par contre, comparez la taille de la bande claire et de la bande sombre. Vous voyez que là, la bande claire nettement a diminué. Par contre, ici, les bandes sombres sont restées donc avec la même taille. Donc, la contraction ne fait pas varier la longueur des bandes sombres. Ça aussi, c'est un aspect important. Donc, de façon résumée, on peut dire que lors de la contraction, on observe une diminution de la taille du sarcomère, une diminution de la taille des bandes claires, une diminution de la taille des zones H, mais les myofilaments gardent leur longueur, comme nous le constatons, et la bande sombre garde également la même longueur. Donc voilà les modifications. Ce sont ces modifications qui permettent d'expliquer le mécanisme même de la contraction. Et pour ce mécanisme, je reviens sur, vous voyez, j'ai varié les couleurs pour rappeler que les molécules de myosine forment donc des structures avec des têtes, et sur les molécules d'actine, on a trois parties, les myofilaments d'actine plutôt, on a trois parties, à savoir les têtes les sites d'attachement que sont la myosine, et puis nous avons surtout, à part les molécules d'actine, deux molécules qu'on appelle la troponine et la tropomyosine. Au passage, c'est la tropomyosine qui masque les sites d'attachement des têtes de myosine sur l'actine. Donc, vous devez connaître les étapes qui ont permis de passer de l'état de repos à l'état de contraction. À l'état de repos, les molécules d'actine présentent à la fois, les myofilaments d'actine présentent à la fois donc l'actine, évidemment, qui est la composante principale. Il y a aussi la troponine. Et surtout, il y a la tropomyosine qui masque les sites d'attachement des têtes de myosine sur l'actine. Et ce qui permet également de revenir sur l'organisation de ces têtes. Les têtes de myosine présentent deux sites très importants à connaître. Le premier, c'est le site d'attachement aux molécules d'actine. Le second, c'est un site d'accueil aux molécules d'ATP. Vous allez voir dans la suite, donc lorsqu'on stimule, l'élément important à savoir, c'est que le calcium va intervenir. Vous savez, le calcium est une molécule importante dans le programme terminal. Le calcium intervient, dans ce qu'on appelle la transition synaptique. Nous savons que sans le calcium, il n'y a pas libération de neurotransmetteurs. Eh bien, découvrons aussi que là, au niveau du muscle, sans le calcium, il n'y a pas de contraction musculaire. Donc, c'est un ion important pour l'activité musculaire, autant qu'elle est pour l'activité neuronique, notamment au niveau des synapses. Donc, quelles sont les étapes à tenir? Au repos, les sites sont masqués. Quand on stimule, les canaux voltage dépendants à calcium, donc des réticulum endoplasmique, libèrent le calcium dans le sarcoplasme. C'est important de savoir que le calcium est libéré dans le sarcoplasme. Donc, il ne sort pas du muscle, il sort plutôt dans le sarcoplasme. Le calcium va libérer les sites d'attachement, et ces sites d'attachement, une fois libérés, grâce à évidemment le basculement de la troponine et à la modification de la tropomyosine, une fois que ces sites sont libres, on obtient
la fixation des têtes de mucine, comme je l'ai dessiné ici, sur les filaments d'actine. Ensuite, auparavant, l'ATP, évidemment, qui s'est fixé sur les têtes, c'est l'ATP qui fournit l'énergie. Il faut savoir qu'on va y revenir dans les aspects chimiques. L'ATP est la molécule, la seule qui fournit l'énergie directe. Les autres sont des sources, mais indirectes. Le glucose permet d'avoir de l'ATP. L'ACP, l'acide créatine phosphate, permet d'avoir de l'ATP. Et l'ADP, en cas de régénération, permet d'avoir. Donc l'ATP est la seule source. Et comme nous le savons tous, l'individu ne mange pas l'ATP. Donc ça veut dire que c'est le corps lui-même qui fabrique l'ATP. Alors, ici, pour terminer, une fois que les sites d'attachement sont libres, les têtes de myosine s'y fixent et permettent le basculement des myofilaments d'actine qui vont donc glisser en les myofilaments de myosine grâce à l'énergie fournie, comme je l'ai dit, par l'ATP. Donc, il faut retenir que les têtes de myosine, ici, à la base, il y a ce qu'on appelle une zone cervicale flexible. Donc, les têtes peuvent se retrouver dans cette position-là. Voyez. Donc, ces têtes qui étaient vers les sites peuvent basculer vers le bas et prendre cette position, ce qui va faire descendre les myofilaments d'actine, donc la strisette. Et vous savez que la strisette marque la limite de ce qu'on appelle le sarcomère. Après cela, deux phénomènes simultanés vont avoir lieu. La réabsorption active du calcium, qui va permettre aussi d'être à nouveau masqué. Et surtout, il y a la fixation d'une nouvelle molécule d'ATP, parce que autant les têtes ont besoin d'énergie pour aller vers l'actine, autant les têtes doivent revenir à leur position de départ et on obtient ce qu'on appelle le relâchement. Donc voilà le mécanisme moléculaire pour lequel l'élève doit connaître les rôles suivants. Le rôle de l'actine, qui dit actine dit molécule d'actine, troponine, tropomyosine. Ensuite, le rôle du calcium et enfin le rôle de la myosine qui va permettre évidemment de faire basculer les filaments d'actine. Le tout est supposé être compris grâce à ce qu'on appelle les aspects chimiques, donc la production d'ATP par le muscle. Alors, ici, une fois que le muscle donc, a repris sa position de départ, le corps doit s'occuper de notre travail, c'est-à-dire la régénération de l'ATP, que nous allons voir tout de suite dans la dernière partie de ce cours. Donc là, il est important de noter que pour que ce phénomène ait lieu, nous devons parler des phénomènes électriques. Les phénomènes électriques, c'est très simple. Une stimulation grâce à ce que nous avons appelé transmission synaptique au niveau de la plaque motrice permet la libération de calcium. C'est tout. La libération de calcium. Une fois que, voilà le rôle des phénomènes mécaniques. Et n'oubliez pas, les phénomènes électriques plutôt, n'oubliez pas également que, comme au niveau du nerf, il y a un potentiel d'action, il y a un potentiel de repos musculaire, il y a également un potentiel d'action musculaire qui sont les phénomènes électriques. Les aspects mécaniques, il y en a deux types. Les aspects thermiques. D'abord, la chaleur initiale. Pendant la contraction, le muscle produit de la chaleur. Cette chaleur est appelée chaleur de contraction. Au moment du relâchement, le muscle produit de la chaleur. Cette chaleur est appelée chaleur de relâchement. Et une fois que le muscle a fini de se relâcher, on constate avec surprise que le muscle continue à libérer de la chaleur. Cette chaleur qui vient en retard a été appelée chaleur retardée. Il est important pour l'élève de connaître l'origine de ces deux types de chaleur. La chaleur initiale vient essentiellement du métabolisme de l'ATP. Essentiellement du métabolisme de l'ATP. Donc, le métabolisme de l'ATP, c'est ce que nous allons détailler dans la dernière partie, les aspects chimiques. Ensuite, la chaleur retardée, elle, une expérience importante a permis de comprendre son origine. Quand un muscle subit une contraction dans une atmosphère en anaérobio, c'est-à-dire sans oxygène, on remarque que la chaleur retardée disparaît. Qu'est-ce qu'on a conclu? La chaleur retardée est le fruit donc d'oxydation respiratoire. Autrement dit, c'est l'oxydation des nutriments, notamment le glucose, qui est à l'origine de la libération de ce qu'on appelle la chaleur retardée, donc les aspects thermiques. Comme vous le voyez, c'est les aspects mécaniques qui constituent le corps de ce chapitre. Le corps de ce chapitre. Maintenant, qui dit travail dit énergie. Donc c'est ça la dernière partie de ce chapitre. D'où vient l'énergie qui est fournie par
au muscle pour permettre sa contraction. Cette énergie vient d'une molécule qu'on appelle adénosine triphosphate. Adénosine triphosphate ou bien ATP. L'ATP présente des liaisons covalentes donc pour le phosphore et un radical ici qui est l'adénosine. Il faut comprendre l'organisation chimique ou biochimique de cette molécule pour comprendre comment elle libère de l'énergie. L'hydrolyse de l'ATP libère, suivez, il y a juste la rupture de cette liaison. Vous remarquerez qu'il y a maintenant de l'adénosine avec 2 P, donc adénosine, diphosphate, plus du phosphore inorganique. Qu'est-ce qui reste? L'énergie qui était emmagasinée ici, qui avait servi donc à la liaison covalente. Cette énergie va permettre aux muscles de travailler. Donc, la molécule ou l'élément de base de la contraction musculaire, c'est l'adénosine triphosphate. Ce qui veut dire qu'une fois que le muscle l'a utilisé, le muscle doit le régénérer. Puisqu'on ne mange pas l'ATP, il faut le régénérer. C'est aussi simple que ça. Le régénérer, ça veut dire fabriquer l'ATP, soit à partir de ce que nous avons consommé, soit à partir de ce qu'on appelle un mécanisme de recyclage. Vous allez voir que les 2 aspects existent. Alors, le premier aspect, c'est ce qu'on appelle les voies directes. Les voies directes, 2 molécules interviennent. Une molécule qu'on appelle acide créatine phosphate, encore appelé phosphocréatine, encore appelé phosphogène, et l'autre c'est l'adénosine diphosphate. Donc là, c'est du recyclage. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que le corps utilise l'ACP plus un ADP pour produire de l'ATP, c'est une voie rapide. Le corps utilise 2 ADP pour fabriquer de l'ATP, c'est aussi une voie rapide. Les 2 autres voies, c'est la voie de la fermentation et celle de la respiration. L'élève doit connaître de façon successive les étapes de la phase de respiration ou de fermentation. La seule différence, c'est l'oxygène. S'il y a l'oxygène, c'est dans la respiration. Si c'est en anaérobio, c'est-à-dire sans oxygène, c'est ce qu'on appelle la fermentation. Au finish, retenez que s'il s'agit de la respiration, le glucose qui vient du glucogène, qui peut être stocké dans le muscle ou amené par le sang, eh bien, ce glucose va permettre, après avoir subi une phosphorylation, de subir la glycolyse. La glycolyse libère de l'acide pyruvique et un peu d'ATP. Et l'acide pyruvique, si il y a de l'oxygène, va être complètement dégradé, libère du CO2 et de la vapeur d'eau. Donc c'est la respiration, la consommation d'oxygène et la libération de CO2 plus H2O, c'est la respiration. L'autre possibilité, c'est qu'une fois qu'on a l'acide pyruvique, qu'il n'y ait pas d'oxygène. Dans ce cas-là, l'acide pyruvique subit une fermentation et libère ce qu'on appelle de l'acide lactique. C'est pour ça que les 2 premières voies sont qualifiées de voies en anaérobiose et alactique. Il n'y a pas de production d'acide lactique. La respiration est une voie aérobie alactique. Aérobie, ça veut dire que ça se passe en présence d'oxygène. Alactique, ça veut dire qu'il n'y a pas d'acide lactique. La fermentation, pour terminer, est une voie qui se fait sans oxygène, anaérobie, et avec libération d'acide lactique, donc lactique. Voilà le sens de ces termes. Et voilà donc le cours sur les aspects de la contraction du muscle squelettique. Donc, pour conclure, l'élève doit retenir le plan du chapitre. Dans les révisions, c'est très important de retenir le plan du chapitre. Et ce plan-là, il est répété dans le cours de terminale. À chaque fois que vous étudiez un tissu, vous avez commencé par le tissu nerveux, vous allez la poursuivre avec le tissu musculaire. Prochainement, ce sera le tissu cardiaque ou myocarde. À chaque fois, le plan du chapitre, c'est quoi? L'élément que vous étudiez, comment il est? Structure. Comment il fonctionne? Physiologie. La structure est, disons, appuyée par 2 termes. L'anatomie, l'organisation à l'œil nu, globale, et l'histologie, voire l'organisation moléculaire. Puis, vous avez évidemment ce qu'on appelle la physiologie. On appelle physiologie le fonctionnement également des organes, ce qui permet donc de terminer ce chapitre et de donner rendez-vous au prochain cours sur ce qu'on appelle l'activité cardiaque et la pression artérielle. Merci.